Ensemble, ne cessons jamais d'apprendre. Je suis Gérard Pécou, président de Calimedia, agence digitale de solutions e-learning. Je vous accueille sur Never Stop Learning, un podcast qui vous fait rencontrer des acteurs de la formation entrepreneuriale et éducative d'aujourd'hui et de demain. Alors, bonjour, merci d'écouter ce nouvel épisode de notre podcast Never Stop Learning. Merci à tous nos auditeurs. Aujourd'hui, nous accueillons Tariq Cherkaoui, qui est l'auteur du livre Réussir avec le Digital Learning, et avec une baseline qui est très explicite et qui est la suivante, c'est les secrets pour concevoir, vendre, piloter des projets de e-learning. Bonjour Tariq. Bonjour Gérard. Alors, Tariq, tu es consultant en management, tu interviens à la fois dans le domaine de la formation et de la transformation des entreprises de tailles très différentes. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi ? Avec grand plaisir Gérard, et permets-moi avant de me présenter, de te remercier pour cette invitation et pour cette présentation très élogieuse et cette série de podcasts. Écoute, effectivement, Merci. je marche avec... Oui, avec plaisir. Je marche avec deux pieds, un pied dans le monde de la formation et avec un autre pied dans le monde de la transformation des organisations, comme tu disais. La formation, c'est un peu mon savoir-faire historique. J'ai commencé avec des formations comportementales, formations de type soft skills. Et puis ensuite, j'ai évolué vers des formations de type hard skills, notamment des certifications internationales. Et puis, je disais que j'interviens aussi dans le monde de la transformation des organisations parce que j'accompagne des entreprises dans ce qu'on appelle des projets d'accompagnement au changement, ce qui consiste à faire des études d'impact, à réfléchir sur la façon dont elles veulent communiquer pour engager les équipes, à former aussi de façon multimodale. Et puis, je fais ça depuis un peu plus de 14 ans maintenant, dans différents secteurs d'activité, que ce soit des secteurs automobiles, secteur industriel, secteur aéronautique, secteur du luxe, et j'en passe et des meilleurs. Voilà. Très très beau secteur. Alors, j'ai vu en fait dans ton livre que le marché, je t'avoue que je n'avais pas conscience de ces chiffres au niveau mondial. 167 milliards, c'est le marché de la formation digitale en 2016. J'ai hâte de voir les chiffres 2020 parce que je pense qu'ils ont terriblement augmenté. C'est en tous les cas, nous, ce qu'on a vu à notre échelle chez Calimedia. 200 milliards, c'est le marché de la formation digitale d'ici à 2023 et 900%, c'est la croissance de la formation digitale entre 2000 et 2016. Donc, j'ai trouvé que ton livre, alors on y reviendra, mais je l'ai trouvé pour le coup très pratico-pratique, on y reviendra et il est impressionnant de praticabilité. Mmh. Et je voulais savoir comment ça t'est venu cette idée d'écrire cet ouvrage. C'est juste à cause des chiffres? C'est parce que c'est ton expérience qui t'a amené à écrire ce livre? C'était quoi la démarche? En fait, je dirais que c'est une réponse à 3 niveaux. D'abord, par rapport à la question de l'impact d'un dispositif, ou plutôt par rapport à la question du gaspillage que j'ai pu constater en entreprise. J'ai rapidement en fait j'ai été frappé, pour ne pas dire médusé, par la différence de moyens, ou plutôt par la différence de méthodes qu'il pouvait y avoir entre l'investissement, par exemple, qu'on pouvait avoir pour la création d'un système d'information et l'accompagnement des équipes à son appropriation, ce que les Anglais appellent l'adoption. En gros, on remue ciel et terre pour construire un système d'information qui a coûté les yeux de la tête, et j'ai constaté qu'on ne transformait pas forcément toujours l'essai. On oubliait la dernière étape qui consistait à former les équipes, mais à former les équipes avec le même niveau d'exigence que pour la création de ce système d'information. Et donc, forcément, j'ai été heurté à des résistances, je dirais, alors, je fais une distinction entre les résistances normales, entre guillemets, dans un projet de transformation, parce que c'est normal, le changement fait peur et le changement peut générer des résistances, mais aussi des résistances qui me semblaient inutiles, parce qu'un collaborateur va pas forcément utiliser quelque chose qu'il ne connaît pas ou qu'il ne connaît pas bien, alors qu'on pourrait éviter ce genre de choses si on prenait le temps de réfléchir à la question de l'impact d'un Oui. dispositif au travers d'un accompagnement au changement. C'est aussi par rapport à la question du temps, parce que j'ai pour coutume de dire que le bois d'ébène des chefs de projet, c'est leur rapport au temps, un peu une épée qu'ils ont dans le dos. Et j'ai donc voulu proposer des repères en tant qu'expert judgment pour proposer des étapes clés
des timings qui permettent de faire face à une certaine pression qu'on peut avoir quand on est chef de projet dans ce domaine, de produire en fait des modules qui soient à la fois efficients et qui soient faits avec un niveau de rapidité et de vélocité qui soit acceptable. Et puis il y a aussi la dernière question, un peu plus complexe, je dirais presque philosophique, qui est la question de la satisfaction client. Et lorsqu'on est confronté en fait à une demande, cette demande, elle peut être soit complexe, soit faire émerger des paradoxes. Par exemple, on veut un parcours de formation, mais on n'a pas forcément le temps de le déployer. On veut un parcours de formation, par exemple mettre à jour des contenus, mais on n'a pas forcément le temps de vérifier ce qui se raconte dans ces contenus. On veut un parcours de formation réalisé en une dizaine de jours, un programme, et puis finalement on se rend compte que au lieu de passer 10 jours, on passe 30 jours. Et ça, je pense que c'est lié à un déficit d'expression de besoin qui a été résolu et expérimenté dans des univers comme l'univers industriel et l'univers de l'IT, notamment avec ce qu'on appelle l'ingénierie des exigences ou la business analyse. Et voilà, j'ai voulu essayer de décoder en fait une demande, la décrypter pour essayer de la rendre la plus explicite possible. Voilà, une démarche qui consiste à l'élucider, à la spécifier, à la valider. Donc voilà, j'ai voulu répondre à ces niveaux à ces différents besoins à différents niveaux, et j'ai été agréablement surpris par le succès que j'ai pu observer, notamment sur la popularité qu'a pu avoir ce livre. Alors ça m'étonne pas parce que au départ, quand j'ai lu ton livre, ou plutôt quand je l'ai feuilleté, parce que je l'ai feuilleté dans un premier temps, je l'ai lu après, j'ai cru que c'était un livre en fait qui était plus dirigé finalement pour les fournisseurs. Et puis pas du tout, c'est un livre qui est super complet, aussi bien du côté responsable de formation, responsable RH, côté client, côté fournisseur. Il a même des exercices pratiques et c'est superbe. Il y a une partie de ton livre qui m'a fait sourire. Parce que alors c'était chez Calimedia, on en parle assez souvent, parce que je crois il y a un mot nouveau tous les 6 mois. C'est les anglicismes en fait. C'est ce que je crois que tu as appelé la jungle du e-learning. Je vais en citer quelques-uns mais il y en a plein d'autres. On parle de digital learning, de mobile learning, de serious game, d'adaptative learning. Alors chez Calimedia, et pour plaisanter, on a même inventé, et puis finalement, je te jure qu'il est resté. Nous, on a même parlé de learning game pour les mises en situation ludiques. On a des MOOC, donc les Massive Open Online Courses, les SPOC, le social learning, la gamification, le rapid learning, le neuro-learning. C'est difficile, j'imagine, quand on débarque dans ce métier, qu'on veut faire un module de digital learning, de s'y retrouver. Et tu apportes en fait pour chaque mot des explications simples et claires. Pourquoi il y a tant de mots, de choses? C'est juste du marketing ou ça correspond vraiment? Alors il y a des mots, bien sûr, qui sont super explicites, mais il y en a aussi qui veulent dire à peu près la même chose. Et je te dis, moi je trouve qu'il y en a un tous les 6 mois qui apparaît. Qu'est-ce que tu en penses? Effectivement, il y a une espèce de guerre des mots. Avant la guerre des idées, il y a la guerre des mots, comme dit l'expression. Je dirais que c'est presque normal qu'on soit un peu dans cette espèce de jungle. D'abord parce que je pense que je l'ai assez répété dans ce livre, ce sont les États-Unis en fait qui ont importé le e-learning en Europe. Ça remonte à 1998 via la Commission européenne qui avait monté un dossier qui s'appelle l'initiative e-learning. Et depuis ce moment, on a assisté en effet à un foisonnement d'expressions, d'usages, d'outils et de dispositifs de formation. Et j'ai presque envie de dire que c'est normal qu'ils aient quelques années d'avance sur nous et surtout qu'ils aient tendance un peu à nous imposer leur rythme, leurs mots-clés, leurs usages, etc. Je dirais que c'est aussi peut-être le propre de notre marché parce que contrairement à d'autres secteurs plus monopolistiques, on n'a pas encore d'acteurs incontournables qui se démarquent comme Facebook ou LinkedIn sur les réseaux sociaux, Google, voilà, pour les moteurs de recherche ou autres, qui s'imposent avec une technologie de rupture pour un peu s'imposer sur ce marché. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe que chaque acteur essaie de se démarquer un peu avec sa propre technologie, avec ses propres usages et avec ses propres concepts. Et en effet, il y a beaucoup de termes marketing pour capter l'attention de futurs clients. Mais je crois que ça n'est pas que le fait
des fournisseurs, il y a aussi une très forte demande de la part des clients C'est vrai, qui oui. souhaitent vraiment avoir de l'innovation, parce que c'est toujours utile quelque part de dire, bah voilà, on a monté un dispositif et on va créer de l'engagement par l'effet de surprise qu'il va générer. Et c'est quelque part, c'est presque une bonne stratégie pour capter l'attention des apprenants. Parce qu'on sait que la pédagogie fondée sur la découverte, sur l'effet de surprise, bah, elle a fait ses preuves d'un point de vue neuroscientifique. Par contre, il faut que ce soit vraiment un effet de surprise. Et sinon, l'effet waouh, bah, il risque de faire pchit. J'entendais l'émission de ce matin que tu as tournée avec Jean-Claude Roche. Il parlait de paillettes du digital. Oui, Effectivement, c'est vrai. l'effet waouh, il peut rapidement faire pchit. Et ça se ferait au détriment de toute façon du fournisseur, parce qu'en définitive, une publicité un peu postiche, bah, c'est comme tout. Je pense que c'est un mauvais calcul. Il y a un retour de manivelle qui se fait Oui. assez rapidement et qui peut ternir l'image de marque du fournisseur. Personnellement, je crois beaucoup plus à l'artisanat du digital learning. Je pense pour ça à un documentaire qui avait été tourné par David Gelb, absolument passionnant sur le goût du travail bien fait, qui a été fait par un chef étoilé japonais qui s'appelle Jiro. Et le documentaire s'appelle Jiro Dreams of Sushi. Dans ce documentaire, je trouve qu'il y a un passage qui est tourné par le fils de Jiro, où il explique justement ce qu'est l'effet waouh d'un point de vue culinaire. J'ai presque envie de dire à nous de créer aussi notre propre effet waouh d'un point de vue de la psychologie de l'apprentissage, d'un point de vue digital learning. À nous de créer ça. Et je pense que ça peut arriver par l'amour du travail bien fait, comme ça a été décrit dans ce documentaire. Et on y reviendra puisque j'ai des questions à te reposer sur la qualité, qui est un sujet transverse dans ton livre. On y reviendra aussi parce que j'ai des questions à te poser sur les stratégies scénaristiques, Mhm. qui est un autre point que tu mets en avant. Mais avant ça, je voudrais parler des idées reçues et des paradoxes qui sont intéressants parce que le e-learning, il y a plein d'idées reçues et tu en démontes quelques-unes. Tu peux nous en parler brièvement? Oui, alors en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure quand je parlais de demande paradoxale. Alors il y a une des premières idées reçues qui est liée au syndrome du prince charmant. C'est vrai que quand on est pris on a tendance un petit peu à fantasmer ce prince charmant avant de l'avoir rencontré, et puis quand on est pris dans le lot du quotidien, à un moment donné, il devient de moins en moins charmant. Et, et effectivement, dans le domaine du digital learning, il y a cet effet paillette que décrivait Jean-Claude Roche. Oui. Et à partir du moment où l'apprenant bah, se retrouve, enfin le commanditaire plutôt se retrouve face au dispositif en lui-même, comme il l'a idéalisé, il peut en être déçu dans un second temps, et qui est lié en réalité à un concept bien connu qui est le carré de la qualité, qui explique qu'il est normal qu'il y ait des écarts, mais parce qu'on n'est pas encore très habitué en France à justement cette ingénierie des exigences. Il faut savoir que les projets, dans 83% des cas, quels que soient les types de projets, échouent. Et ils échouent surtout parce qu'il y a des exigences qui sont incomplètes, parce qu'il y a un manque d'implication ou de responsabilisation des utilisateurs, voire dans certains cas de commanditaires. Et donc effectivement, contrairement par exemple à ce qui peut se passer aux États-Unis ou en Suisse ou au Canada, la gestion de projet, enfin la certification en gestion de projet pour pouvoir par exemple Oui, répondre à ouais, certains c'est vrai. appels d'offres, elle est obligatoire. Elle est Oui. obligatoire. Donc c'est vrai que cette relation client-fournisseur, elle peut être déceptive parce qu'on n'est pas habitué à gérer des projets et parce qu'on a tendance un petit peu à fantasmer les choses. Je parle d'autres idées reçues comme le syndrome du vacancier tourmenté. Voilà, d'autres idées reçues qui, comment dirais-je, pourraient limiter la qualité de la relation entre un client et un fournisseur. Alors, il y a une idée reçue, si je puis me permettre, je crois que tu n'évoques pas dans ton livre, qui est le fait que moi je l'entends sans arrêt, mais sans arrêt, je l'ai beaucoup entendu en tous les cas, c'est le leitmotiv, le e-learning va faire disparaître le formateur. Et dans ton livre, en fait, tu parles aussi bien de formation présentielle, tu indiques même comment.
on peut faire de très belles formations présentielles, comment on peut faire des ruptures de ton, maintenir l'attention, avoir des petits effets waouh, t'en parles pour soutenir effectivement l'attention. J'ai l'impression que ton livre, il fait aussi la part belle finalement au blended learning. Tu es d'accord avec ça? Tout à fait, tout à fait. Je crois que c'est une idée reçue que de croire que le formateur va disparaître. Je crois qu'au contraire, il est au centre des dispositifs. Tu disais en préambule, j'ai eu la chance d'intervenir dans de grandes écoles de commerce. J'ai eu la Oui. chance d'intervenir pour l'ESSEC dans le cadre de programmes certifiants, notamment via du digital learning. Et j'ai été très surpris du taux d'abandon des participants, alors que pourtant, c'est une certification ESSEC, c'est quelque chose qui est à valoriser sur un CV. C'est clair. Voilà, ça peut vraiment faire la différence face à un autre candidat. Et effectivement, j'ai été surpris du taux d'abandon. Et pour réagir à ça, l'entreprise avec laquelle je travaillais, Cross Knowledge, a mis en place un dispositif d'accompagnement tutoral des apprenants. Et j'ai vraiment pu me rendre compte de la puissance et de l'importance de l'accompagnement tutoral lorsque on proposait des dispositifs de formation de type digital learning. Effectivement, c'est voilà, oui. Je suis d'accord avec toi, je te rejoins parce que c'est quelque chose qu'on a évoqué dans un autre podcast où, en gros, il y a une étude qui est faite par l'ISTF qui montre que sans tuteur, en fait, le taux de complétion, c'est une vingtaine de pourcents à la louche. Et avec un tuteur, on passe la barrière des 90%. Mhm. Et ça m'amène on parlait tout à l'heure, je te disais que j'avais une question à te poser, c'était tout ce qui tournait autour de la conception et de la stratégie scénaristique pour capter l'attention. Donc, et qui contribue bien sûr à cette complétion qui est très importante, puisque quand un client vient nous voir, bah, bien sûr, il veut tous que, et c'est normal, que les apprenants puissent vraiment avoir le meilleur taux de complétion, démarrer un module de formation, le finir et aller jusqu'au quiz et avoir des bons résultats. Pour toi, la scénarisation, la stratégie pour capter l'attention, c'est un moment fort du livre. Tu peux nous en dire un peu plus là-dessus, des petites recettes, entre guillemets, que tu mets dans ton livre et que je pense que nos éditeurs devraient les lire parce que on le fait beaucoup, nous, chez Calimedia, on fait très attention avec des ingénieurs pédagogiques à ça, pour que on ait encore une fois le meilleur de taux de complétion possible. Effectivement, alors tu l'as dit, hein, le métier de chef de projet dans le domaine du digital learning, c'est un métier qui est à la croisée des chemins. Et effectivement, il nécessite de maîtriser certaines techniques scénaristiques. Alors, je peux donner quelques exemples, mais alors tu risques de me coller si je ne suis pas exhaustif, donc je Ah non, 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 préférerais. non, mais on pourra pas l'être de toute façon dans le podcast. Là, il faudra lire le livre. Ouais, voilà, je préfère les renvoyer au livre, Ouais, effectivement. ouais, ouais. Il Ils y a vont. trop de choses, en fait. Enfin, il y a pas trop de choses, il y a beaucoup de choses, pardon, dans ce livre et Effectivement, il mais faut le bon, découvrir. pour en donner effectivement quelques-uns, effectivement, il faut faire une distinction entre les stratégies scénaristiques et les stratégies médiatiques à mettre en œuvre. Et les deux, en fait, permettent de capter l'attention. D'un point de vue scénaristique, ça veut dire être capable de faire appel à des chiffres chocs, être capable de faire appel à des slogans, être capable de faire appel à des arguments d'autorité qualitatifs. Et d'un point de vue médiatique, avoir utilisé des effets comme comment dirais-je, des bruitages, des vidéos à l'intérieur de vidéos, bref, tout ce qui va permettre de créer de l'attention vis-à-vis des apprenants. Mais lorsque je disais que le métier de chef de projet dans le digital learning, c'est un métier à la croisée des chemins, ce que je voulais dire, c'est que le piège, ce serait de vouloir maîtriser en définitive toutes les composantes de ce métier. Et c'est d'ailleurs la préconisation de tous les référentiels au monde en matière de gestion de projet, parce que le digital learning, c'est effectivement, comme tu l'as dit, des techniques scénaristiques et narratives, des techniques graphiques pour la médiatisation, des techniques d'amélioration continue pour la qualité, des techniques technopédagogiques pour la partie motivationnelle, des techniques psychologiques pour la partie apprentissage. Et j'ai presque envie de dire, au centre de toutes ces techniques, il y en a une qui devrait, je pense, être
juché au centre, c'est la technique de gestion de projet. Et rester vraiment dans cette coordination de tous ces métiers, plutôt que de vouloir être expert dans tous ces domaines d'intervention, se positionner en coordinateur et faire intervenir les experts chacun sur leur partie. Ou alors on fera des choses, mais on fera des choses de façon bancale, et puis le temps de monter en apprentissage sur tous ces domaines de connaissances, il peut se passer du temps. Tu as parfaitement raison, c'est-à-dire que tu parlais d'artisanat et alors, d'où l'expérience qu'on en a, c'est vraiment de l'artisanat parce que tout ce que tu viens de citer, en fait, pour moi, ça fait partie de différents corps de métier. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir un homme orchestre et nous, on a des chefs de projet, on a des ingénieurs pédagogiques, on a des rédacteurs, des infographistes, des gens qui font du contrôle qualité, des développeurs, parce qu'il faut que tout ça, après, il peut y avoir des demandes spécifiques sur des plateformes de learning management system. Et en fait, on ne peut pas avoir un homme orchestre du type concepteur-rédacteur qui fait tout. Alors ça, c'est un peu la philosophie de Calimedia et de notre entreprise. On a vraiment tous ces corps de métier et ça n'a du sens que s'ils sont coordonnés avec des chefs de projet. Il y a un mot, en fait, qui m'a intéressé. Alors, j'avoue que je l'employais pas tous les jours et je vais t'avouer quelque chose, je le connaissais même pas, ce mot. Je vais être humble, vraiment. C'est le mot docimologie. Il m'a intéressé parce que on l'utilise, c'est comme la prose de Monsieur Jourdain, on en fait tous, mais on sait pas forcément ce que c'est. Et c'est une vraie science. Là aussi, tu peux nous en dire deux mots, parce que dans un parcours de e-learning, je pense que tu vas me confirmer que c'est quand même super important. Tout à fait. Ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, en fait. Effectivement, la question de l'efficacité des actions de formation, ou plutôt de l'évaluation de l'efficacité des actions de formation, c'est un vieux débat qui revient souvent et qui revient sur le devant de la scène avec une increvable obstination depuis plusieurs années, mais qui rejoint ce qu'on disait tout à l'heure lorsque je parlais de système d'information, et je disais que je trouvais dommage qu'on remue ciel et terre pour construire un système d'information quasiment en or massif, et qu'on ne soit pas capable de transformer l'essai avec un dispositif d'accompagnement paramétré et avéré pour mieux étayer la performance des collaborateurs. Et cette dernière étape, bien sûr, consiste à former avec le même niveau d'exigence les équipes à son utilisation. Et je ne crois pas qu'il soit compliqué de prendre quelques minutes pour évaluer les connaissances d'un apprenant, connaissances d'un point de vue sommatif, et d'évaluer sur le terrain si ce qu'il a vu en formation est utilisé. On a souvent tendance un petit peu à confondre dispositif de montée en compétences et dispositif d'évaluation. J'ai presque envie de dire que c'est un projet dans le projet. Si je devais utiliser une image, j'utiliserais l'image de poupée russe et je dirais, voilà, à l'intérieur d'un projet de formation, il y a une dimension qui est extrêmement importante, qui est la partie évaluation, et qui nécessite voilà, une ingénierie à part entière. Je ne crois pas qu'on puisse, par exemple, accepter de former un pilote d'hélicoptère ou un pilote d'avion sans prendre le temps d'évaluer si oui ou non il est en mesure de piloter cet avion ou cet hélicoptère. Et je crois qu'on devrait avoir cette même logique dans les démarches de formation qu'on utilise dans les entreprises. Tout à fait, je suis d'accord avec toi. Tu as beaucoup parlé de l'ingénierie de projet. Dans ton ouvrage, tu nous parles du modèle ADI, avec 2D. Oui. Pour audit, conception, tu ajoutes même fabrication 1, fabrication 2, communication, animation, docimologie. Pour moi, la communication, c'est un axe en fait qui est un peu oublié chez nos clients. C'est-à-dire que il y a deux choses, pour être honnête, et je voudrais que tu puisses nous donner cet éclairage. Il y a deux choses qui sont oubliées. On nous demande toujours de faire des parcours de formation avec des clients qui arrivent en exprimant un besoin dans un cahier des charges qui est très bien fait, mais ils oublient la partie communication et ils oublient aussi quelque chose qui, pour nous, chez Calimedia, est important, c'est de mettre tout ça dans un parcours de formation global. C'est-à-dire qu'on considère un peu, ils considèrent souvent que finalement, un module de e-learning, ça suffit. Alors, on a parlé du tutorat en oubliant le tutorat quelquefois, ou alors en faisant pas des pré-quiz. Enfin,
dans une logique, encore une fois, de parcours de formation. Et alors, la partie communication, je crois que nous, on est obligé de la rappeler systématiquement. Tu as des exemples, ça, c'est quelque chose que tu retrouves toi aussi chez tes clients, les clients que tu accompagnes? Tout à fait. Alors, effectivement, tu as raison de souligner l'importance de la communication dans le cadre d'un projet de formation, et j'ai même presque envie de dire, dans le cadre d'un projet de transformation. Ça doit être pensé de la même façon qu'on devrait penser à la docimologie dont on parlait tout à l'heure. Eh bien, essayer de reproduire cette ingénierie d'un point de vue communication. Et je crois que la première des clés pour ça, c'est la prise de conscience. Faire prendre conscience aux collaborateurs qu'on est en train de mettre en place un projet. Et alors, pour ça, il y a des stratégies qui peuvent être mises en œuvre. Je pense, par exemple, alors c'est très amusant parce que j'écoutais, désolé, je parle beaucoup de Jean-Claude Roche ce matin, je l'ai écouté, mais j'ai trouvé que son propos était vraiment très très proche de ce que je pouvais faire, et en plus, on ne s'est pas concerté et on ne se connaît même pas, donc j'ai trouvé que c'était C'est vraiment vrai, mais intéressant. c'est parce que vous avez un côté pratique tous les deux, que vous avez travaillé dans l'industrie, et je crois que c'est ce qui vous rapproche avec Jean-Claude. Tout à fait. Et effectivement, et ce qu'il évoquait ce matin quand il parlait de team building à distance, c'est tout à fait ça. Je crois que le team building à distance, à ne pas confondre bien sûr avec un dispositif de montée en compétences, hein, le team building à distance a au moins cette vertu, c'est de créer de l'engagement. Alors, je pense à deux entrepreneurs, qui s'appellent Carole et Étienne Faisandier, qui ont monté une start-up très intéressante à ce sujet, qui s'appelle Teams Connect, et qui propose en fait des activités ludopédagogiques et qui permet de créer de l'engagement même à distance. Et en fait, cet engagement va servir aux collaborateurs pour leur faire prendre conscience qu'il est en train de se passer quelque chose dans l'entreprise. Il faut qu'on s'y intéresse. Par exemple, ils utilisent des challenges, des communautés de projets pour décoder par exemple, des énigmes, des choses comme ça, et en dépit de la distance, avec des activités de cohésion et de gamification. Mais par exemple, ils utilisent aussi des vidéos virales qu'on a pu voir circuler sur les réseaux sociaux. Notamment, je pense à la vidéo Don't Rush Challenge, et qui a Oui, été, je dirais, mis au goût du jour de façon un peu plus corporate pour pouvoir faire passer des messages. Et je crois que dans ce cadre-là, ça permet, quand tu parlais de communication, ça permet, avant même de commencer à parler de formation ou de transformation ou de conduite du changement, ça permet juste de dire, il est en train de se passer quelque chose, bon, intéressons-nous à ce qui est en train de se passer, et pour ça, on va créer quelque chose de ludique, on va créer quelque chose d'engageant pour les équipes, et voilà, ça va permettre comment dire, d'attirer leur attention et de les sensibiliser à ce message qui est en train d'être diffusé. Donc effectivement, la communication, c'est quelque chose d'important. De même que voilà, il faut aussi réussir à mettre ça dans un cadre global. Et c'est ce qui est le plus difficile, c'est de réussir à créer une cohérence d'ensemble pour faire réussir l'efficacité du dispositif. tout à fait. J'ai une dernière question avant de terminer ce podcast qui est vraiment intéressant. Tu termines ton livre, en fait, par un benchmark de différents outils. Tu peux nous en dire un peu plus sur les outils auteurs? Tu en as repéré un qui sortait du lot, par exemple, que tu pourrais conseiller, ou alors ils sont tous de niveau? Alors, c'est très bien fait, hein, tu mets les avantages, les inconvénients. J'ai regardé, nous, ce qu'on utilisait, et il y a des choses qui sont très, très vraies. Il y en a un qui te semble plus particulièrement adapté à la réalisation de modules de e-learning? Je pense que effectivement, cette dernière partie, alors elle peut très vite devenir obsolète. Alors c'est C'est pour vrai, ça que ça dans bouge tout le temps. voilà, ça bouge tout le temps. Alors j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, à t'annoncer, Gérard. Mon éditeur a pris la décision de sortir la deuxième édition de ce livre, Ah et donc bravo! merci. Ah Et, bravo! et donc, dans cette deuxième édition, je compléterai en fait cette liste de différents logiciels, et notamment je ferai un petit focus sur le téléprésentiel qu'on a beaucoup Ah oui, expérimenté en fait mmh, c'est vrai. pendant cette période de crise sanitaire, et c'est un euphémisme de le dire, notamment avec des logiciels comme Zoom, Teams, WebEx, etc. Je pense que je les incorporerai. Je voudrais pas proposer voilà, j'ai pas d'outil de prédilection en particulier. Ça va dépendre de la ligne éditoriale, ça va dépendre de la charte graphique de l'entreprise, et en fonction de celle-ci, je serais plutôt tenté d'adapter en fait Ouais, c'est ça. les logiciels à leur culture
d'entreprise. Je bois du petit lait parce que c'est exactement ce qu'on fait chez nous. On n'a pas de logiciel en fait prédéterminé. C'est en fonction effectivement du cahier des charges. Si c'est bien sûr du motion design, ça va pas être le même logiciel qu'un module de digital learning. Encore moins si c'est des tutos. Il y a des logiciels qui marchent vraiment mieux pour ça. Donc on change en fait. En fonction des projets. On se raccroche bien sûr chaque fois aux normes SCORM ou AICC, enfin plutôt SCORM maintenant, parce que Oui, la norme AICC, on la voit plus trop. Je crois que le dernier module qu'on a converti en AICC, c'est peut-être il y a 2 ou 3 ans, l'année 2019-2020 et en ce début d'année 2021, on fait plus d'AICC. On peut, on pourrait, mais il est quasiment plus utilisé. Donc je suis d'accord. Et j'ai hâte alors pour le coup de lire la version 2 de ton livre parce que je trouve que cette dernière partie, elle est également super intéressante. Merci Tariq pour ce très beau podcast. Je voulais remercier également tous nos auditeurs qui l'ont suivi. Je voulais souhaiter un très grand succès à ton livre, mais en fait, tu m'as dit que tu en étais à la 2e édition, donc bravo surtout. Et puis, je vais souhaiter bien sûr un très beau succès à la 2e édition de ton livre. Et encore une fois, je te promets que je le rachèterai parce qu'il va y avoir des mises à jour intéressantes et tu le disais, ça bouge tout le temps. Je voulais rappeler le nom de ton livre, donc c'est Réussir avec le digital learning. La baseline, c'est les secrets pour concevoir, vendre et piloter des projets e-learning. C'est aux éditions ESF, Sciences humaines, dans la collection Formation permanente. tout à fait. Écoute, merci beaucoup Gérard, encore une fois pour cette invitation et je serais ravi de pouvoir parler de cette 2e édition, peut-être plus tard dans un autre podcast. Eh ben, écoute, l'invitation est lancée. Je crois qu'on a peut-être parlé de 10% de ton livre, donc on aura encore de la matière pour la prochaine fois. Avec grand plaisir. Merci Tariq. Merci À Gérard. très bientôt. À très Au bientôt. revoir. Vous êtes arrivé à la fin de cet épisode. Je vous remercie pour votre écoute attentive. Si l'épisode vous a plu, partagez-le auprès de votre entourage et donnez-lui une bonne note suivie d'un commentaire sympathique pour nous aider à grimper dans les classements. Je suis Gérard Pécou, président de Calimedia. Si vous cherchez une solution e-learning, rendez-vous sur calimedia.fr. Notre équipe vous accompagnera avec un très grand plaisir. Nous nous retrouverons dans le prochain épisode de Never Stop Learning pour qu'ensemble, nous ne cessions jamais d'apprendre.